Merci tout le monde. Merci Benoît. Merci tout le monde. C'est mon premier rapport en tant que directeur québécois. Je suis un peu nerveux ce matin. Mais bon, on m'a dit que quand on avait les papillons dans l'estomac, c'est parce qu'on croyait vraiment à ce qu'on faisait. Fait que j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Quand je suis nerveux, j'ai tendance à parler vite. Et quand je parle vite, les traducteurs ont tendance à ne pas me suivre. Fait que je vais essayer de prendre ça easy. J'ai le bonheur de m'adresser à vous en tant que nouveau directeur québécois. J'ai entrepris ce défi avec beaucoup d'enthousiasme. Je remercie d'ailleurs les sections locales du Québec pour leur soutien et leur confiance. Au cours des prochaines années, il y a de très grands enjeux auxquels on va être confrontés et il faut d'ores et déjà commencer à s'y préparer, notamment au niveau de s'assurer que la transition juste sera effectivement juste pour les travailleuses et les travailleurs. Il faut se préparer à accueillir convenablement les travailleurs et travailleuses étrangers qui vont venir de plus en plus dans nos milieux de travail. Il faut également être capable de définir une stratégie de recrutement pour aller augmenter notre présence, non seulement dans nos secteurs, mais également en développant des nouveaux secteurs. Et il faut revoir le service, refondre le service, s'adapter à notre époque et s'assurer qu'on va pouvoir, de façon la plus efficace possible, donner le plus grand niveau de service possible aux membres et aux sections locales. C'est tous des défis auxquels on va s'attaquer au Québec dans les prochaines années. Ceci étant dit, dans les années qui ont précédé, au Québec, ça a été très actif. Et comme tout le monde, on a été frappés cruellement par la COVID, mais malgré ça, nos militantes et nos militants ont fait front, ont fait face et ont continué d'afficher la même détermination et le même courage, et même encore plus de courage durant cette période horrible. Ce n'est pas encore fini, on est en train de s'en sortir, mais je tiens à remercier tous les délégués et tous les membres du Québec, tous les officières de section locale du Québec pour le travail formidable qu'ils ont fait durant toute cette période désastreuse. On a eu plusieurs conflits dans les dernières années, depuis la dernière fois qu'on a eu la chance de tous se voir ensemble. Je pense entre autres au conflit du terminal Shell, de Gate Gourmet, qui ont été des conflits quand même assez longs et dont l'issue n'était pas évidente. Bravo aux membres de l'unité Shell et de la section locale 698, unité Gate Gourmet, pour leur grand courage. Mais il y a eu d'autres conflits également, comme Westrock, Prelco, Tafisa, plus récemment Novabus et encore aujourd'hui Ashgrove. Je suis fier de voir que les membres du Québec sont capables de se tenir debout. Quand la crise d'inflation a commencé, on a vu les sections locales se raffermir, on a vu les membres exiger d'être traités à la hauteur et de pouvoir passer au travers de cette crise-là aussi. Et bravo, car leur détermination a fait en sorte qu'il y a eu de très beaux contrats qui se sont signés. Tant qu'à Ashgrove, j'y reviendrai. Maintenant, il y a des négociations qui s'en viennent et qui seront également très importantes, et certaines dont certaines sont déjà en cours. Bombardier, par exemple. Le cahier de négo sera adopté en septembre. Les négos sont prévus débuter à la mi-septembre. L'AIMTA, qui est un de nos, disons, alliés, compétiteurs, adversaires de temps en temps, selon le cas dans le secteur, ils ont rejeté 2 offres patronales avant finalement de conclure une entente. Je sais que nos gens chez Bombardier ont à cœur d'aller au-delà de ce que l'AIMTA a fait. Je suis convaincu qu'ils sont capables. On va être en arrière d'eux autres. On va être là, certains. Au niveau du secteur énergétique, une autre grosse bataille peut-être qui s'en vient, mais une grosse négociation, c'est le Programme national de l'énergie. Le programme a été adopté cet été. Les rencontres nationales devraient commencer dès cet automne.
On a plusieurs groupes au Québec qui font partie du programme national de l'énergie, dont les raffineries Suncor et les raffineries Valero. C'est clair, encore une fois, qu'on va être en arrière d'eux autres, solidaires, pour s'assurer qu'ils puissent rencontrer tous leurs objectifs. Maintenant, on est encore dans une négo de bel bureau qui est peut-être terminée, mais peut-être pas, on verra. Je comprends que le comité de négo a conclu une entente de principe, mais je comprends que la façon dont ça s'est fait, c'est pas l'entente qu'il aurait voulu. Puis tout ça dans un contexte où Bell a fait de quelque chose de clairement antisyndical. Honte à eux. Ils ont sollicité les membres qui avaient voté fièrement un mandat de grève de ne pas respecter le mot d'ordre de leur syndicat, de devenir des scabs. Ils ont invité nos membres à devenir des scabs. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça a provoqué dans les bureaux. Et c'est clair que si jamais les membres de Bell décidaient de refuser l'offre, on va être en arrière d'eux autres, puis on va mettre tout ce qu'on a pour s'assurer que ça va faire une belle bataille, ça aussi. Maintenant, on a également Bell Solutions Techniques, BST. Ils ont rejeté le contrat à la hauteur de 81 %. Bravo, vous êtes tenus debout. On est pris dans les dédales de le maintien des activités, ce qu'on appelle, entre guillemets, services essentiels. Et là, pour l'instant, on ne peut pas tellement faire la grève ou des moyens de pression très intenses à cause de ça. Mais on est en cours, on est en train de se battre là-dessus. Des procédures ont lieu. On va essayer de régler ça le plus vite possible. Puis, il faut comprendre que, au-delà de la question salariale, qui est un enjeu, évidemment, dans le groupe BST, il y a toute la question des horaires. Il y a toute la question d'une quantité incroyable de ces membres-là, en termes de proportion par rapport à ceux qui ont des horaires fixes, qui n'ont pas d'horaire, qui n'ont pas de poste régulier, qui se font garantir quelques heures ici et là, sans trop être capable de planifier une vie. Et ça, bien, dans un contexte où on parle depuis des années de conciliation travail-famille, et dans un contexte où on veut que les gens aient une rémunération qui a de l'allure et une qualité de vie qui a de l'allure, c'est inacceptable aujourd'hui, en 2022, de maintenir des membres dans cette condition-là. Il y a certainement moyen de trouver des horaires, de définir des horaires et de doter des postes de façon raisonnable et acceptable qui va assurer une qualité de vie à nos membres. Je tiens à souligner également que 2 contrats majeurs qu'on a réglés récemment, puis je tiens à remercier Renaud Gagné pour son implication. C'est lui qui était à la table de négociation pour ça, mais c'est le contrat modèle de l'industrie du papier et le contrat modèle de l'industrie du sciage. On a publié les chiffres, vous les avez vus. Je pense que c'est des contrats très, très, très intéressants. Et d'ailleurs, ils ont été acceptés à la hauteur de 89,5 % par les membres. Et je pense que ça en dit long sur la qualité de ces ententes-là. Donc, bravo Renaud, bravo à toute l'équipe de négociation. Vous avez fait une maudite belle job. Je tiens à souligner également la négociation dans Vie Rail. On a beaucoup de membres au Québec dans Vie Rail, beaucoup de sections locales d'impliqués dans Vie Rail. Et eux autres aussi ont fait une bataille. Il y avait un deadline, ils ont forcé l'employeur à rajouter des choses, ils ont accepté de repousser le deadline pour encore pousser l'employeur encore un peu plus. Et finalement, ils sont sortis de là avec un contrat, encore une fois, très intéressant. Des gains en salaire au niveau des avantages sociaux, des augmentations des primes de quart d'après-midi et de soir et également des banques d'heures. Donc, bravo, belle solidarité aux gens de VIA, belle solidarité aux sections locales du rail, bravo. Je tiens également à souligner la détermination de plusieurs de nos membres qui ont été fortement affectés par le conflit COVID. Je pense notamment aux travailleurs de l'hôtellerie et du transport qui ont été non seulement affectés par le COVID comme on l'a tous été, mais qui ont vécu des vagues de mise à pied sans précédent, des hôtels pratiquement complètement désertés, les services de transport interrompus et donc
c'est un double poids. Plusieurs d'entre nous avons pu maintenir au moins notre travail, ce qui maintenait un équilibre un peu dans nos vies. Mais imaginez-vous, dans une pareille crise, vous retrouvez sur le chômage et pas de perspective autre que quand même je voudrais changer d'hôtel, quand même je voudrais me retrouver dans mon secteur, dans mon métier. Je peux pas, tout est fermé. Donc bravo, vous l'avez eu dur, mais vous avez fait preuve d'une détermination et d'un courage incroyable. Je veux souligner le conflit de travail qu'il y a en cours actuellement chez Ash Grove. On va avoir l'occasion encore de s'en parler cette semaine, donc je n'irai pas dans tous les détails, je vais avoir l'occasion, comme je dis, d'en parler, mais ça fait bientôt 15 mois qu'ils sont en lock-out. 15 mois. Faites le calcul de jours, là, 400 quelques jours. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne demandent rien. La seule chose qu'ils voulaient, c'est donnez-nous une augmentation de salaire, puis on va continuer de travailler, on ne change rien, tout est beau, on aime nos jobs. Et c'est le boss qui veut les déshabiller. C'est le boss qui veut les réduire à peau de chagrin, qui veut éliminer des pans complets de la convention collective, qui veut permettre de les traiter comme des citoyens de seconde zone en priorisant la sous-traitance dans l'usine. On ne peut pas ne pas rester, ne pas être sensible à leur bataille. On ne peut pas ne pas vouloir embarquer avec eux. On ne peut pas ne pas vouloir les soutenir. Comme je vous dis, on va avoir l'occasion d'en parler cette semaine parce que je veux que vous notiez dans vos agendas, mardi après-midi, on va faire le ralliement pour les sections locales en grève, mais on va faire une marche. On va aller marcher un petit 2 km avec nos gens d'Ash Grove. Il y a une 50aine de membres qui vont débarquer ici en autobus. L'exécutif est déjà là, participe au congrès avec nous. Il y a une 50aine de membres qui vont débarquer en autobus jeudi. Puis, ils ont besoin qu'on les soutienne, ils ont besoin qu'on les encourage. On va vous parler aussi du... Oui. Solidarité! 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 Il y a une autre affaire que je veux vous parler tout de suite par rapport à ce conflit-là. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. Hein? Nos membres sont déterminés, sont courageux, ils vont toffer, mais il faut qu'on les aide. Et comment est-ce qu'on peut les aider? C'est notamment à leur assurer un soutien financier qui a de l'allure. Et là, on a parti une campagne « Adopter un locauté ». On demande aux sections locales et aux individus partout au Québec, mais on va vous demander la même chose à vous tous et toutes ici au Canada, dans la grande famille d'Unifor, c'est d'adopter un locauté. On a un site Internet, c'est en français, c'est en anglais. Vous allez avoir des nouvelles du conflit en faisant ça, mais ce qu'on demande, c'est des dons récurrents. Ça peut être des dons individuels, 5 $ par semaine, 10 $ par semaine. Ça peut être des sections locales qui s'engagent à dire « je vais te donner 100 $ par mois, 500 $ par mois, 1000 si vous êtes capable ». Mais l'idée, c'est qu'on veut être capable de leur assurer un niveau de revenus adéquat et de passer le message à Ash Grove. Si tu veux t'obstiner comme ça tout le temps, Unifor va répondre, puis au bout de la ligne, le jour de plus, c'est nous autres qui va le gagner. Au niveau des campagnes, on a été très actifs au Québec au niveau des campagnes, puis on promet de continuer de l'être. Je veux souligner premièrement la campagne que j'appelle le PL 59. Ça ne vous dit pas grand-chose, PL 59, mais c'est un projet de loi qui est devenu une loi qui attaque la santé et sécurité des travailleurs au Québec. En fait, le gouvernement de la CAQ a trouvé que la bonne idée, c'est en plein milieu de la pandémie, pendant qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne peut pas manifester, que tout est fermé, de dire « je dépose une loi qui fait reculer les travailleurs de 40 ans en termes de prévention et en termes d'indemnisation ». Totalement inacceptable. On s'est battu contre ça, mais ce n'est pas fini. Même si la loi est adoptée, il y a un règlement de prévention qui reste à définir et on est actif là-dessus, puis on va continuer à pousser. Je salue nos sections locales. Les sections locales ont embarqué dans ce mouvement-là. Il y a eu même des sections locales qui ont développé leur propre campagne médiatique là-dessus.
c'est difficile de lutter contre un gouvernement majoritaire. On a quand même fait le plus qu'on pouvait et on va continuer de s'acharner parce que la santé et sécurité des membres, ça n'a pas de prix. On est également en campagne active pour nos télécoms, nos emplois. Vous n'avez entendu hier, je ne reprendrai pas tous les arguments, ça encore, là, notre force dans le secteur des télécoms diminue parce que les compagnies sous-traitent à l'extérieur du pays. C'est totalement inacceptable. On est en campagne là-dessus, on va continuer de dénoncer ça, mais on va continuer aussi de faire la pression qu'il faut sur le gouvernement libéral dans le cadre de l'entente qu'ils ont avec le NPD pour que finalement il y ait une loi anti-câble. Parce que ce qui empêche les gens de Bell de se battre adéquatement, de faire face à leur employeur et d'arrêter ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève. Parce que s'ils font la grève, on le voit dans Bell, là. Hey, on sollicite le monde, venez faire le SCAB, etc. Ça diminue toujours la capacité qu'on a de faire des efforts. Donc, non seulement le Code fédéral est compliqué à appliquer, non seulement il y a toute la question du maintien des services qu'on va appeler services essentiels, mais en plus, il n'y a aucune loi qui empêche ces géants-là de remplacer tout le monde, de transférer ça en Turquie, à Istanbul, peu importe. Donc, ça, c'est une campagne sur laquelle on est très actif, puis on va continuer de pousser parce que c'est totalement inacceptable qu'est-ce qui se passe là-dedans. D'autant que le gouvernement du Canada donne d'énormes subventions et ces subventions-là servent à transférer nos jobs à l'étranger. Moi, je ne sais pas vous autres, là, mais puis je ne sais pas si ça a sorti dans le reste du Canada, mais au Québec, quand j'ai vu les articles que les allocations salariales que le gouvernement avait données aux entreprises pour que les entreprises conservent des emplois et que des compagnies comme Bell, notamment, se sont réparties une partie de ces sommes-là en gros bonus à leurs actionnaires et à leurs hauts dirigeants, ben shame. Donc, on demande plus de transparence, mais aussi l'appui du public. Et ça marche un peu, l'appui du public. Au Québec, on a sondé les gens. 92 % trouvent que c'est important que les entreprises de télécommunications qui opèrent au pays créent des emplois au pays et 86 % souhaitent qu'il y ait une interdiction de sous-traitance outre-mer. On va continuer de tabler là-dessus, puis on va continuer de provoquer le gouvernement. Au niveau de l'assurance-emploi, on est toujours en campagne active de lobbying. Pour l'instant, on a déjà une quinzaine de députés de toute allégeance sur lesquels on a pu aller rencontrer, essayer de convaincre, d'appuyer une réforme intelligente de l'assurance chômage. Et là, je dénonce le Conseil du patronat du Québec qui avait signé un protocole, une entente avec un groupe au Québec qui défend les chômeurs, Action Chômage, et finalement, ils ont renié leur entente en disant que dans le contexte actuel, les entreprises ne pouvaient pas se permettre une hausse des cotisations d'assurance-emploi. Encore une fois, les profits n'ont jamais été si élevés. Ils ont détourné une grande partie de l'argent que le fédéral a donné pour soutenir les Canadiens et les Canadiennes pendant la crise dans leur poche. Et là, ils ont le front de nous dire « on n'est pas capable de supporter une assurance-emploi ». Non, inacceptable, on va continuer là-dessus. On est également, puis en collaboration avec tout le reste d'Unifor dans le Canada, là-dessus notamment, c'est sur la campagne Amazon. On a eu, puis je tiens à souligner là, que Mostafa Enowe, qui a pu s'infiltrer dans un centre de travail d'Amazon à Laval, qui a pu filmer ce qui se passait là-dedans et où on a pu voir, c'est quasiment dégradant, le type de relation de travail et le type de conditions de travail qui peut se passer là-dedans. Donc, on a un job à faire, Unifor, là. Il faut absolument qu'on aille aider ces travailleurs-là. Non seulement qu'on peut aider les travailleuses et les travailleurs, mais en plus, le développement un peu sauvage que fait Amazon, c'est une préoccupation sérieuse pour le commerce du détail et pour le commerce de proximité. Et si on migre vers ce système-là,
ça va non seulement affecter les travailleurs et travailleuses qu'on ne peut pas laisser aller dans ce genre d'entreprise-là sans augmenter leur protection, mais en plus, ça risque d'affecter beaucoup nos quartiers, nos villages, parce que comment lutter avec un géant qui exploite littéralement le monde comme eux autres le font? Donc, ça, on va travailler fort là-dessus. On est toujours en campagne pour le salaire minimum à 18 un des angles qu'on a, c'est pas normal que travailler à temps plein, ça équivaut à la pauvreté. Avec le salaire minimum au Québec, on voit des gens qui sont dans les banques alimentaires à toutes les semaines. C'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez. Et notamment dans la crise d'inflation actuelle, le salaire minimum ne suit pas. Donc, on a augmenté, on est rendu à 18, on continue la lutte, puis on ne lâchera pas là-dessus non plus. Je souligne également la campagne « Remettre le Canada sur les rails », auquel on est très actif également. C'est clair que la privatisation qui est proposée, c'est inacceptable pour les travailleuses et les travailleurs, mais pour l'ensemble des Canadiens. On va dépenser des milliards de dollars pour que des compagnies développent des lignes de chemin de fer qui vont exploiter, qui vont tirer tous les profits de là, et éventuellement, ils vont redonner au gouvernement des tracts de chemin de fer qu'il faut réparer, qu'il faut entretenir, qui ne valent plus la valeur qu'elles valaient quand on a payé au départ. On se fait tondre sur toute la ligne. Les travailleurs et les travailleuses se font tondre, les citoyens canadiens se font tondre. On va continuer de lutter là-dessus. On est aussi en campagne, ça c'est très local chez nous, mais c'est quelque chose auquel on donne beaucoup de cœur, c'est la campagne des électroménagers de marque GE, Hotpoint, McLaren et Moffett, qu'on est toujours en campagne de boycottage. Lorsqu'ils ont fermé leur entreprise au Québec pour déménager ça au Mexique, ils ont refusé d'honorer les engagements de pension. Et nos membres, donc, se sont vus réduire la pension auquel ils avaient droit. Et ils ont continué d'opérer au Québec. Normalement, la loi ferait en sorte qu'ils auraient dû payer les parts dans le fonds de pension et pas partir en sauvage comme ils l'ont fait, notamment qu'il y avait encore une place d'affaires au Québec. Et puis là, ils essayent de jouer sur « Ah non, c'est pas tout à fait nous autres, c'est comme une filiale. » Bref, c'est de l'avocasserie juste pour ne pas payer le monde. Jusqu'à date, on a gagné tous les recours juridiques. Là, on est rendu à faire reconnaître notre droit au recours collectif pour l'ensemble des employés de Mabé. Et ça non plus, on ne lâchera pas ça. Depuis qu'il y a eu fermeture, on fait une veille à toutes les années au mois de mai. Encore cette année, elle va avoir lieu pour se souvenir et pour encourager nos retraités de Mabé. Puis nous, on continue le combat, on ne les laissera jamais tomber. Au niveau de l'économie, il y a des dossiers d'actualité, l'aérospatiale, entre autres. Je passe mon temps à décrier la CAQ. Des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Le plan de la CAQ pour la stratégie québécoise en aérospatiale, avec le 334 millions d'argent public neuf et une stratégie associée à ça, c'est un bon coup. Ça va aider l'industrie, ça va supporter l'industrie. Maintenant, il ne faut pas arrêter là. Le fédéral doit faire sa part. Fait que là, on a obtenu que le provincial fasse quelque chose d'intelligent. On va partir en chasse. On va vouloir que le fédéral embarque dans la roue. Puis ça, ultimement, ça va pouvoir bénéficier à l'ensemble de l'activité aérospatiale au pays. Donc, là-dessus, au moins, on a un point d'accord avec la CAQ. Il y a un petit point sur lequel on intervient un peu aussi qui a lien avec l'aérospatiale, c'est le projet de taxe de luxe sur les aéronefs. Je comprends le principe. On veut taxer les riches. Qui s'achète des avions privés, des avions de luxe comme ça, c'est des riches. Par contre, une taxe manufacturière qui s'achante sur des entreprises, ça fragilise l'industrie qui se relève à peine d'une pandémie. C'est un secteur névralgique au Québec et on ne croit pas que ce soit la bonne solution que de mettre une taxe de luxe sur les aéronefs.
Et si vraiment le gouvernement est sérieux en voulant faire payer les riches, on peut y en donner des solutions, là. Un impôt sur les grandes fortunes, la fin des exemptions pour le stock option, les stop options, la lutte contre les paradis fiscaux. Quand ils feront tout ça, bien, peut-être qu'on comprendra que, OK, il faut peut-être fragiliser des pans de l'industrie pour vraiment faire payer les riches, mais en attendant, juste des paradis fiscaux, il y a en masse d'argent là, on n'aurait pas besoin de faire ça, puis de fragiliser nos industries. Au niveau de la foresterie, on accueille avec vigilance la vente de dompteurs ou l'achat de dompteurs au niveau de papier résolu. Il est trop tôt pour en tirer toutes les conclusions. On a déjà eu des démêlés de dompteurs. Ils ont fait des fermetures d'entreprises. C'est clair qu'on va être très vigilant là-dessus pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact négatif au niveau du secteur et au niveau des emplois. D'ailleurs, au niveau des pâtes et papiers, malgré les crises et les fermetures, ils font preuve d'une résilience remarquable. Et nous, on continue de travailler activement, puis on ne lâchera pas ça, pour réouvrir les usines d'Amos, de Bécamo, de Tursault. On a été de tous les scénarios de redémarrage. On est très actifs avec le comité de relance auprès des entreprises et des gouvernements. On développe ou on s'inscrit en faveur de projets de biocombustible, de carton. Le carton est sur toutes les tables. Donc, il y a possibilité de relancer ces usines-là et de relancer notre secteur. Et ça, on va s'y acharner très activement avec les sections locales du papier. Au niveau des matériaux de construction, les prix sont intéressants, mais on sait que c'est un secteur qui est très volatile. On a vu des prix exceptionnels et beaucoup de volatilité sur les marchés pour le bois d'œuvre et les panneaux. Par contre, ça va être quoi l'impact de la forte hausse des taux sur le secteur immobilier? Les taux d'intérêt qui sont en hausse. Est-ce que ça va ralentir la construction résidentielle et commerciale? Certains parlent de récession. Il y a des possibles turbulences à venir. Donc, même si le marché est bon actuellement et on souhaite qu'il demeure, on va regarder de très près à cause de la volatilité, qu'est-ce que ça pourrait créer, l'impact au niveau de hausse des taux d'intérêt. Fait qu'il faut se tenir prêt à ça. Finalement, il y a la protection des caribous. Ça a fait couler beaucoup d'encre au Québec, le caribou forestier. Le ministre Guilbeault, qui est de temps en temps très mou en regard de la défense de l'environnement, a pris une position très dure par rapport au caribou forestier. On ne peut pas nier que l'être humain a un impact. Et donc, oui, il faut essayer de trouver des solutions. C'est dans ce mouvement-là qu'on s'inscrit. Maintenant, il y a des solutions qui existent, qui peuvent permettre de continuer l'activité forestière, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des régions, des villes, des villages qui dépendent uniquement de la gestion de la forêt et de ce qu'ils peuvent tirer de la forêt, tout en protégeant les espèces et en créant des corridors, des passages pour que ça puisse se faire. Donc, nos travailleurs de la forêt au Québec, ils ont à cœur la forêt. Ils en vivent depuis plus d'un siècle. Et ils espèrent pouvoir continuer d'en vivre encore très longtemps. Fait que oui, il faut qu'on fasse l'exercice, mais cet exercice-là ne peut pas être tout simplement dorénavant, on va juste dans le bois pour faire un pique-nique, là. Il faut qu'on puisse trouver la façon de maintenir toutes les activités en même temps pour assurer la survie de nos régions et de nos villages. Là-dessus, on va continuer de suivre ça de très près. Bonne nouvelle, il y a la filière des batteries électriques qui se met en place au Québec. D'ailleurs, il va y avoir en 2026 l'International Meeting on Lithium Battery qui a choisi la Ville de Montréal pour faire leur réunion. Il y a plusieurs annonces intéressantes qui se font au niveau de la filière québécoise avec l'Arc Shawinigan-Bécancour dans des compagnies comme GM et BASF. Et le gouvernement du Québec s'est engagé à la hauteur de 5 milliards de dollars pour l'électrification des flottes d'autobus. Et notamment, ça a un bon impact sur le groupe Volvo, dont nos membres chez Novabus et Prévost.
Fait que ça, il va y avoir des nouveaux créneaux à aller syndiquer là. Quand on parle de stratégie de recrutement, ça, c'est un axe qu'on va vouloir développer parce qu'effectivement, dans cette transition-là, il faut s'assurer effectivement que nos travailleurs, nos travailleuses ne seront pas perdants, mais il faut être capable d'aller capturer tous ces nouveaux emplois et tous ces nouveaux secteurs qui vont se créer à cause de ça. Donc, on est déjà là-dessus pour planifier une campagne qui va pouvoir viser l'électrification des transports. Au Québec, on salue la création du comité de travail sur le climat d'Unifor. Agir de manière proactive afin de s'assurer de l'adaptation et de la pérennité des industries et des emplois qui seront affectés par la transition. Faire de cette transition un levier de pouvoir pour les travailleurs. Ça, c'est notre engagement. Et là-dessus, on va collaborer avec tout le monde pour arriver à obtenir ça. Si on ne le fait pas, on va se retrouver les derniers. Donc, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Ça touche également à la décarbonisation et la transformation industrielle. Il faut rester vigilant. Nos secteurs sont en proie de la transformation. Il y a des interdictions de vente de véhicules thermiques. Certains articles en plastique à usage unique sont dorénavant interdits. Le Publisac à Montréal devient volontaire, donc plusieurs pourront ne plus recevoir le Publisac, qui a un impact également sur nos entreprises qui publient ces circulaires-là et ces informations-là. Il y a la réglementation sur les carburants propres, les stratégies pour l'hydrogène vert et les biocarburants et la réduction des volumes de récolte en forêt. Donc, c'est ça que ça veut dire, la décarbonisation. Et dans tous les cas, on a des membres. Dans tous les cas, ça affecte nos membres. Et donc, il va falloir participer à ça, mais il va falloir être très vigilant et il va falloir aussi sauter sur les nouvelles opportunités parce que, oui, on dit qu'il faut transformer, il va y avoir des pertes, mais par exemple, il y a un procédé de fabrication d'aluminium Elysis à Jonquière qui est développé, qui est en train de prendre la place. Bien, ça, c'est des voies d'avenir sur lesquelles on doit également s'investir. Je suis fier dans ce sens-là de souligner qu'on va participer à la COP 27. Il y a 2 délégués du Québec qui vont se rendre en compagnie de la délégation d'Unifor en Égypte, à Sharm el-Sheikh, du 7 au 18 novembre pour défendre nos intérêts et voir un peu ce qui se passe là, être capable de nous en faire un rapport détaillé, qu'on puisse s'ajuster par la suite dans nos secteurs. Je salue également dans l'aluminium les 3 grands syndicats de Rio Tinto Saguenay, dont nos sections locales, ont formé une coalition pour mettre de la pression sur la compagnie qui a les moyens de réaliser des investissements nécessaires et attendus pour moderniser les usines et s'assurer de la pérennité des usines et, pourquoi pas, développer encore plus d'emplois. Donc, moi, je salue cette initiative-là dans laquelle a embarqué le SNEA, notre section locale 1937, puis je leur réitère qu'on est tout à fait prêts à endosser le projet avec eux autres, à collaborer, à mettre toutes les ressources d'Unifor à leur service pour que cette campagne-là soit fructueuse. Le prix de l'aluminium est à la hausse, il atteint des niveaux records. C'est le temps d'aller capturer une partie de cet argent-là pour susciter les investissements. Donc, je réitère mon soutien et celui d'Unifor aux sections locales, et si on a besoin, on va être là. Recrutement et éducation. Malgré le COVID, on est demeuré très actif, tant au niveau du recrutement, des nouveaux membres et des formations dispensées. On a pu sortir des sentiers battus pour continuer à promouvoir Unifor et à maintenir notre offre de formation. J'arrive d'ailleurs du programme d'éducation familiale 2022 et je dois dire que ça a été un franc succès. Et je salue notre département d'éducation parce qu'on a eu le go en février. Et organiser le programme familial entre février et le mois d'août, ça relève un peu du miracle. Fait qu'il y avait 130 personnes qui ont été reçues au service d'éducation à Port Elgin, dont 75 personnes en classe et 55 enfants qui étaient au service de garde. Donc, en comptant l'équipe d'animation et les invités et leurs familles, c'est plus de 180 personnes qui se sont réunies pour le programme d'éducation familiale cet été à Port Elgin. Ça a été une très, très belle semaine. En tout cas, moi, ça va rester des moments gravés dans ma mémoire. Je tiens à souligner le réseau québécois des intervenantes auprès des femmes.
On est rendu à 37 clauses négociées dans les conventions collectives répertoriées en juin 2022 pour les intervenantes auprès des femmes. Ces clauses-là ont été ajoutées dans la pattern qui est négociée avec Résolu pour les papetières et les scieries. Une dizaine d'unités ont négocié des congés rémunérés ou non pour les victimes de violences conjugales. Et on va avoir une nouvelle formation pour les programmes d'intervenantes auprès des femmes en janvier 2023. Et elle va être réservée à toutes les sections locales qui ont déjà négocié cette clause-là. Fait que la campagne continue. Notre comité d'action féministe est très actif là-dessus. On les encourage. Encore une fois, s'ils ont besoin de support, c'est sûr qu'on est là. Bravo. Finalement, à la FTQ, il va y avoir élection cette année à la FTQ et ça risque d'être un moment historique parce qu'on tout s'enligne pour qu'on puisse avoir la première présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec qui sera élue au mois de novembre prochain. Donc, Magali Picard. Quand on dit qu'il faut défoncer des plafonds de verre, bien ça, c'en est un. Fait que moi, ça m'encourage beaucoup pour la suite des choses. Nous, à Unifor, on a déjà confirmé qu'on donnerait notre appui à Magali Picard, puis je lui souhaite la meilleure des chances. Au niveau de la politique québécoise, bon, on va rester vigilant. Bon, malgré certaines ratées du gouvernement, comme le projet de loi 59 que je vous ai parlé tantôt en santé et sécurité, le couvre-feu qui était finalement bien mal perçu, toutes les défaillances qu'on a vues apparaître en santé et en éducation, la vérité, c'est que malheureusement, la CAQ maintient ses appuis et que lors de l'élection de cet automne, au mois d'octobre, elle devrait maintenir la domination caquiste. Les caquistes pourraient obtenir jusqu'à près de 100 députés sur 125. Ça vous donne une idée de l'ampleur de cette domination-là. Une des choses qui provoque ça, c'est que les oppositions traditionnelles sont affaiblies, sont fragmentées. Les anciens partis, comme le Parti québécois et le Parti libéral du Québec, sont en chute libre. L'appui populaire descend en flèche. Et ce qui n'est pas rassurant, c'est que le seul parti qui semble faire des gains, encore des gains minimes, mais quand même des gains, c'est le Parti conservateur du Québec. Ils ont réussi à faire ces gains-là, notamment en jouant sur toute l'insatisfaction qui a été créée par le COVID, par le vaccin, par l'obligation de porter des masques, l'obligation de se faire vacciner, ces choses-là. Fait qu'ils ont tablé beaucoup là-dessus pour engranger comme des opposants, mais c'est pas rassurant. Donc, il y a une campagne électorale, on se positionne, nous, chez Unifor, aussi en collaboration avec la FTQ pour défendre nos enjeux et essayer de convaincre la population là, que malgré la domination de la CAQ doit adopter des propositions qui vont aller dans le sens du peuple. Donc, on veut garantir les pleins droits à la libre négociation et à la liberté d'association. Il y a toujours des vieux projets qui traînent dans les tiroirs de la CAQ d'essayer de diminuer notre capacité de recruter des nouveaux membres et d'assurer une survie syndicale. On va être très vigilants là-dessus. On souhaite évidemment que le salaire minimum soit augmenté à 18 $. On souhaite améliorer et instaurer un régime public et universel d'assurance médicaments. On souhaite réinvestir massivement dans les services publics, particulièrement dans les réseaux de la santé et de l'éducation. Il faut absolument lutter contre les changements climatiques, mais que ce soit accompagné d'une transition juste pour les travailleuses et les travailleurs. On souhaite une meilleure conciliation travail-vie personnelle avec une augmentation, notamment l'augmentation du nombre de places dans les garderies. On a un gros problème de logement à Montréal et dans plusieurs villes du Québec. Donc, il faut investir, il faut construire du logement social. Et finalement, il faut améliorer la condition de vie des personnes âgées. Ils ont été le groupe qui ont eu le plus grand nombre de victimes durant la crise du COVID. Et laissez-moi vous dire qu'on n'a aucune raison de se réjouir de la gestion actuelle des CHSLD, qui sont les centres hospitaliers de soins de longue durée où se retrouvent beaucoup de personnes âgées. Fait que ça
on s'est rendu compte là, que c'était un peu abominable. Il fallait mettre de l'argent là-dedans, il fallait mettre du respect là-dedans, il fallait mettre de l'humanité là-dedans. Fait que ça, c'est une des grosses demandes qu'on a auprès du gouvernement. Après tout, comme travailleuses, travailleurs, on va tous finir retraités, on va tous finir un jour ou l'autre, probablement avoir besoin d'assistance pour finir nos jours. Plusieurs d'entre nous vont se retrouver dans ces endroits-là. Et ce qu'on a vu, là, ben, c'est la dernière place sur la terre que je voudrais aller pour tout de suite. Là. Fait que ça, il y a gros d'efforts à faire là-dessus. Au niveau de la politique canadienne, bien évidemment, notre gros dossier pour lequel on pousse les députés au Québec, que ce soit du NPD ou du Bloc québécois, mais également du Parti libéral, c'est la loi anti-SCAP. S'il y a une priorité, des priorités qu'il faut obtenir dans le reste de l'entente, c'est la loi anti-SCAP. Ça, c'est un outil incontournable pour les travailleuses et les travailleurs. Je tiens évidemment à rendre hommage aux personnes proches de nous, les militantes, les retraités qui nous ont quittés au cours des dernières années, et dans certains cas, des gens très, très proches de notre équipe au Québec. J'ai une pensée toute particulière pour notre confrère et ami François Gignac, qui nous a quittés subitement en mai dernier. François, tu aurais aimé ça être avec nous autres aujourd'hui, mais on pense à toi. En conclusion, j'aimerais remercier tous les délégués, les dirigeants et dirigeantes des sections locales qui travaillent fort à tous les jours, que ce soit dans leur milieu de travail ou à la table de négociation. Je voudrais aussi remercier tous les représentantes et représentants nationaux et nationaux, mes adjoints, John et Olivier, ainsi que tout le personnel de soutien d'Unifor au Québec qui font un travail exceptionnel. Sans vous autres, on n'aurait pas passé au travers de tout ça. Naturellement, j'aimerais remercier mon confrère Renaud Gagné pour tout le travail accompli comme directeur québécois et d'avoir donné 43 ans de sa vie au mouvement syndical. Bonne retraite, Renaud. En terminant, il y aura des élections demain. Vous avez un choix important à faire en fonction de vos valeurs. Après l'élection, il y aura un lendemain. Le syndicat, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de nous tous et de tous nos membres réunis. À partir de jeudi, si on remet nos membres et notre action syndicale au centre de nos pensées, et si on se met à regarder ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise, lundi prochain, on va pouvoir se remettre à l'ouvrage, tout le monde ensemble, puis continuer nos combats jusqu'où on doit les mener. Merci tout le monde.